Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce lundi. Nous irons à Grand Bassam où le roi de Moossou, Nana Kanga Assoumou, a échappé à une tentative de destitution. Samedi, une génération au pouvoir dans le village a déchaussé le roi. Une abomination pour les manifestants qui ont réclamé sa destitution. Quelle est la situation qui y prévaut aujourd'hui? On le saura en début de journal. 360 migrants, dont des femmes et des enfants, ont été secourus à la frontière entre la Libye et la Tunisie. L'action a été saluée par l'antenne libyenne de l'Organisation arabe des droits humains. L'OIM, pour sa part, a annoncé lundi avoir fourni une assistance d'urgence aux migrants secourus à la frontière avec la Tunisie. 191 migrants ont reçu des kits d'hygiène. On en parle en toute fin d'édition. Et pour commencer, le royaume de Moossou, situé dans la ville de Grand Bassam, a fait la une de l'actualité ce week-end. Samedi, l'une des générations au pouvoir s'est révoltée et a déchaussé le roi par surprise, alors qu'il assistait à une messe de requiem à l'église Saint-Antoine de Padoue. Des manifestations réclamant la destitution de Nana Kanga Assoumou ont suivi. C'est qu'à Moossou, un roi déchaussé ne sera plus apte à conduire les affaires du royaume. Mais le calme semble être revenu ce lundi, comme nous le montrent Clarisse Kanyala et Kader Bachil. Ce dimanche après-midi, le calme est revenu à Moossou, un royaume dans la ville de Grand Bassam. Le samedi 15 juillet, sur ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, l'on aperçoit un groupe de manifestants mécontents qui en veulent à Sa Majesté Nana Assoumou Kanga, 21e roi des Abouré Ehé de Moossou. On s'est réveillé, tout le monde est parti bien à l'église, les gens sont revenus à la maison. C'est tout à l'heure vers les 14 heures là que les frères encore ont essayé de faire sortir le tam-tam pour pouvoir essayer de marcher un peu. Mais ils n'ont pas pu arriver vers chez le roi. Ils sont restés un peu au plus haut et puis ils ont tourné. Donc, il n'y a pas de problème, ça va. On dit que c'est en zone de tissu, donc on attend vraiment les bonnes nouvelles jusqu'à mardi, mercredi, pour voir si vraiment ça sera la même chose. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Selon nos sources, les membres de la génération Blousoué ont entamé une tentative dite de destitution du roi à la suite de plusieurs incompréhensions. Le roi aurait été déchaussé de force par un des membres de la génération Blousoué alors qu'il assistait à une messe de requiem de l'un de ses notables à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du village, ce qui représenterait, selon la coutume abourée, une destitution. Une situation qui plonge les habitants de Moossou dans l'incertitude quant au règne du roi. Nous nous sommes rendus à la cour royale pour en savoir davantage. Dans son palais, nous retrouvons le roi en plein entretien avec une délégation du roi de Bonois venue lui apporter leur soutien face à la situation qui prévaut. Dans la tradition, le roi ne s'adresse pas directement à la presse. Il désigne alors son porte-parole pour expliquer sa version des faits. Les manifestations que vous avez vues sur les réseaux sociaux, c'est un amalgame qui est fait au sujet d'un problème très simple, qui est un problème de terrain. Un terrain qui appartient au roi, que cette frange de la population la veut s'approprier. Et le roi, pour la paix de son village et la gestion des hommes qu'il a sous sa coupe, a décidé de leur rétrocéder ce terrain, gracieusement. Mais comme ils avaient d'autres buts en tête, ils ont pris cet alibi-là pour appeler à la manifestation, à la sédition au niveau du village. Ce à quoi ils s'accrochent aujourd'hui. Le roi serait allé faire une libation sur le terrain. Donc c'est une malédiction qu'il allait prononcer envers eux. Selon les explications des manifestants, le roi aurait procédé à des rituels maléfiques à la suite d'un conflit foncier qui l'oppose à la génération Blousoué. C'est pour éviter que la supposée malédiction ne cause des dommages en leur sein que ces derniers ont lancé un ultimatum au roi. C'est à 19h que nous avons pu joindre le chef des Blousoué au domicile du préfet de la ville de Grand Bassam
en plein échange sur la situation. Un entretien que nous n'avons pas eu le droit de filmer. Depuis le 22 décembre 2022, il nous a invités à son bureau. Il nous a donné l'information comme quoi il a un projet hôtelier et que dans la parcelle de Bloussoui, il va prendre 2 hectares. Il nous informe que si on voit des gens venir travailler, c'est que c'est lui qui les a envoyés. On lui a dit, mais non, nous allons nous consulter. Et nous sommes passés consulter la génération Bloussoui, ce que la génération a refusé. On le croyait encore en France. C'est à la grande surprise des notables que le dimanche passé, ils l'ont vu à l'église. Donc eux s'apprêtaient le lundi pour aller lui donner l'information et échanger avec lui de ce que voilà la plainte de Bloussoui. Mais parmi nous, un de nos tambouriniers, la personne de Tano Alétéréné, avait été désigné comme notable de sa famille, les Moreau. Il a chassé ce dernier du bureau et il a donné l'information au notable de venir nous dire que pour ces 2 hectares de terrain que nous sommes en train de refuser de lui donner, il laisse tomber ces 2 hectares, mais en termes abourés, quand il dit fia, c'est une malédiction. Et il dit, en plus de cela, il allait faire une libation. Donc il allait maudire toute une génération, la génération Bloussoui, parce qu'on a refusé de lui donner les 2 hectares. Le préfet, pour sa part, appelle les partis au calme et au dialogue. Nous devons déjà saluer le fait que ces mouvements-là se passent sans violence. On n'a enregistré aucun cas de violence hier, c'est à saluer parce que c'était un mouvement de foule. Et nous les avons écoutés. Nous avons lancé un appel au calme de part et d'autre et de laisser une chance à la discussion, de laisser une chance aux médiations afin que nous puissions trouver une issue favorable à tout le monde dans la paix et dans le calme. Pour l'heure, le roi reste sous haute surveillance dans son palais en attendant un dénouement paisible dans cette affaire. Oui, nous espérons justement que ce dénouement le sera. Au Maroc, la ville de Marrakech continue d'attirer chaque jour des centaines de visiteurs. La place mythique Jemaa El Fna est en totale séduction des touristes avec ses calèches, ses charmeurs de serpents, ses singes bien dressés et ses plats locaux. Le tout dans une folle ambiance au son de musique traditionnelle du Maroc. Les touristes et les vacanciers venus des 4 coins du monde visitent chaque jour la Jemaa El Fna. Au nombre de ceux-ci, nos reporters Pargassoro Konede Madongui et Enza Traoré. Jemaa El Fna, site d'attraction touristique situé dans la ville de Marrakech, au Maroc. À l'entrée, des calèches, ces voitures à cheval découvertes à 4 roues, munies d'une capote, à soufflet à l'arrière et d'un siège surélevé à l'avant. Ces calèches servent de moyen de transport dans la ville, mais également sur le site. La Jemaa El Fna, c'est un lieu touristique très apprécié par enfants, jeunes, femmes, visiteurs, vacanciers et touristes. Et parmi les personnes charmées par la Jemaa El Fna, Issouf, jeune Ivoirien en mission à Marrakech. Il entend découvrir cette mythique place avec l'une de ses voitures à traction animale. On vient donc de nous renseigner avec les calèches. Ça te permet donc de visiter Maroc, mais surtout Marrakech, d'aller dans l'ancienne Médina, la nouvelle Médina, et surtout dans les quartiers où vous avez les hôtels. C'est un pan de la culture du Maroc qui vraiment est assez important. Et c'est un exemple pour nous autres, pour garder nos cultures et nous projeter dans l'avenir. À la Jemaa El Fna, on y trouve du bureau d'échange, vêtements, articles de tout genre, nourriture, mais aussi charmeurs de serpents. Non loin de ces charmeurs de serpents, ces singes bien dressés qui apportent de la gaieté aux visiteurs. Les visiteurs, il y en a de toutes les nationalités. Venus des 4 coins du monde, tous se réjouissent de découvrir la Jemaa El Fna. C'est le cas de Louis-Philippe, Gabonais, lui aussi en mission à Marrakech. C'est merveilleux parce qu'on a un kaléidoscope en fait du monde. Hein. Il y a de toutes les couleurs et de toutes les nationalités ici. Marrakech, c'est la ville ocre, vous voyez, couleur orangée, mais c'est vraiment la ville
touristique. Voilà, c'est la ville touristique. Donc vous pouvez trouver à la fois des faits culturels typiquement marocains. Il y a des charmeurs de serpents, il y a des gens qui font des tours en calèche. Voilà, il y a toutes ces personnes qui essaient de vous vendre quelque chose. Venir à Marrakech et ne pas faire un tour ici, c'est manquer quelque chose de grand. Ici, l'ambiance est tellement électrique que certains visiteurs ne se gênent absolument pas. Ils se laissent aller par la musique traditionnelle marocaine jouée par des personnes du troisième âge. La Jama El Fana, ce site qui fait aujourd'hui la fierté des Marocains, tout un symbole. Cette place, historiquement, chez la dynastie almohade, elle était une place où on exécutait les condamnés à mort. Par l'évolution de celle-ci, elle est devenue justement donc une place qui abrite actuellement tous les folklores du Maroc qui viennent ici, on va dire, exposer leur art et leur dimension artistique. Tariq assure. Visiteurs et touristes peuvent parcourir, déambuler et faire leur emplette en toute quiétude. Selon lui, la place Jama El Fana est très bien sécurisée. Nous avons le commissariat dont les forces de police ne dorment pas, donc ils sont là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Sur la question sécuritaire, il n'y a aucun souci à se faire. Tariq El Kiassi, communicant marocain, invite donc touristes et visiteurs d'autres nationalités à venir découvrir la Jama El Fana. C'est lieu d'attraction de la ville de Marrakech qui offre beaucoup de bonheur à toute personne qui y met les pieds. La jurisprudence islamique était durant 2 jours au cœur d'un colloque international, toujours à Marrakech, au Maroc. L'initiative de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, composée de 34 pays africains, s'est tenue du 8 au 10 juillet 2023. Les règles et la réalité de la fatwa dans le contexte africain, mais aussi d'autres thématiques, ont été développées en vue de promouvoir un islam pacifique, tolérant et modéré. La délégation ivoirienne, elle, était conduite par le président du COSIM, Cheikhoul Aïmma Ousmane Diakité. Par Gasso Reconnaît, Demadongui. Centre administratif et culturel de Marrakech, au Maroc. Salle de conférence. Les 34 pays d'Afrique, membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, réunis pour réfléchir sur les règles et la réalité de la fatwa. Entendez la jurisprudence dans le contexte africain. C'était au cours d'un colloque international dont l'objectif premier est de mettre en lumière l'importance de la fatwa et le rôle clé des mouftis dans les sociétés arabes et africaines. Une fatwa peut semer la terreur, peut semer le désordre dans des sociétés au nom de la religion. Alors que la religion, ce que les oulémas africains défendent, c'est la religion de la tolérance et du vivre ensemble entre les composants d'une société, entre musulmans et non-musulmans. La Côte d'Ivoire était présente à ce grand rendez-vous islamique dont le but premier est de promouvoir un islam pacifique, tolérant et modéré. La délégation ivoirienne était conduite par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de réfléchir afin d'organiser le fatwa, mettre un organe officiel afin que tout le monde n'aille pas dans tous les sens et qu'il y ait une concertation tenant compte des aspects spatio-temporels de notre réalité. Tout comme le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, les participants à ce colloque dans leur ensemble ont apprécié l'initiative. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense qu'avec ça, ça va nous donner une autre façon de voir et de comprendre ce que c'est que l'aspect juridique de notre religion. Nous ne sommes pas sans le savoir que dans nos pays respectifs, les gens sont un peu divisés selon les croyances. Mais grâce à cette initiative, je pense que beaucoup d'entre nous ressortiront très gagnants. Si la fatwa est produite par quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas la qualification, donc au lieu de régler son problème, ça va augmenter. Voyez-vous, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme extrémistes, cela provient des personnes qui se sont levées d'eux-mêmes pour donner des réponses qui ne sont pas adéquates à des questions. Et malheureusement, cela a créé tout ce que nous voyons comme anarchie. Et l'islam n'a pas besoin de cela. À l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, ces guides religieux des pays membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais également ceux du Brésil, de la Palestine, de la Russie, de la Syrie, de la Jordanie et du Qatar, entendent tous vulgariser dans leurs pays respectifs un islam tolérant et du juste milieu. Échanges,
Message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, Amir al-Moumine. Lecture du noble Coran et visite de l'exposition des œuvres relatives à la fatwa et sur des écrits anciens ont aussi meublé ce colloque international sur la fatwa, la jurisprudence. Et comme annoncé en titre, 360 migrants, dont des femmes et enfants, ont été secourus à la frontière entre la Libye et la Tunisie. L'action a été saluée par l'antenne libyenne de l'Organisation arabe des droits humains. On arrive à présent à la page sport de ce lundi. Salif Ouattara est en pleine forme. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salif, très bien, merci. Avec vous, on parlera essentiellement ce soir du tirage de la Coupe du Monde 2026 en Afrique. Dans l'élément qui va suivre, vous décryptez la poule F, poule dans laquelle est logée la Côte d'Ivoire. Logés dans la poule F, les éléphants bénéficient d'un tirage clément à première vue, avec une poule constituée en majorité par des équipes mal cotées au classement FIFA. Gabon, Kenya, Gambie, Burundi et Seychelles, des challengers qui devraient permettre aux éléphants de faire partie de 9 représentants africains au prochain mondial. S'il n'y a pas d'ombre sur le potentiel ivoirien, il faudrait s'intéresser particulièrement au boom qui s'est opéré récemment dans plusieurs pays africains, les faisant passer du ranking d'outsider à celui de favoris méconnus par les médias. La grosse difficulté des éléphants sera de vite s'accommoder au football de l'Afrique orientale. Les Pirates des îles Seychelles, les Harambee Stars du Kenya et les Hirondelles du Burundi ont constamment évolué en termes de formation des pupilles et de détection de talents ces dernières années. Je peux mitigé parce qu'on tombe contre des équipes comme le Gabon, comme le Kenya. C'est un bon tirage. Maintenant, ça sera la vérité, comme on dit, se passe sur le terrain. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'ai confiance à mes frères. Et moi, je leur souhaite sûrement que le meilleur. Parce que ça ne sera pas facile. Parce que moi, je connais bien ces petites nations-là. Dans le football, on doit toujours rester humble. Donc, nous allons aborder ce groupe avec respect. Le respect de tous nos adversaires, mais avec sérieux, avec abnégation. Décidée en décembre 2022, la réforme de la FIFA visant à attribuer 9 places à l'Afrique pour une Coupe du Monde à 48 rentre dans sa phase active. Initiateur de cette réforme, Gianni Infantino veut surtout que le Mondial 2026 rassemble le maximum de talents de la planète. Salif, pouvons-nous dormir sous nos lauriers? C'est une poule qui est favorable à la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est ce que beaucoup d'Ivoiriens disent. Non, il ne faut pas dormir sur nos lauriers, Alassane. Je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas optimiste en même temps parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans ces pays-là de l'Afrique orientale. C'est vrai qu'ils sont mal cotés au niveau du classement FIFA, mais on a pu constater qu'il y a une floraison des talents. Il y a quand même de la détection aussi qui se fait là-bas. Et puis, personne ne dort. Tout le monde travaille pour qu'il y ait des talents, il y ait de la performance, il y ait du beau jeu. Donc aujourd'hui, il ne faut plus dormir sur ses lauriers, il faut se réveiller. Nous sommes effectivement la Côte d'Ivoire, il faut se mettre dans cette posture-là, mais nous devons travailler à ce que personne ne nous surprenne. C'est vrai que c'est une poule qui est vraiment très abordable. Quand on a vu les autres poules de ces éliminatoires-là, mais en même temps, je dis, souvent, c'est les poules qui semblent être les plus faciles, qui finissent par être les plus difficiles. Oui. Donc il ne faut pas aborder cette compétition-là en se disant qu'on va tous les battre et que ça sera très facile. Forcément, il y aura de la difficulté et la difficulté risque de venir des petites nations. Justement, on parle de petites nations. La Gambie s'est montrée très tranchante ces dernières années. Le Gabon, on n'en parle pas, qui, si ma mémoire est bonne, en 2018, sous Villemorte, lors des éliminatoires, nous bat. Est-ce que ces deux équipes-là, ces deux nations-là sont les véritables, les sérieux candidats de la Côte d'Ivoire? Je dirais que toutes les équipes qui sont là sont de véritables adversaires. Vous avez oublié de mentionner le Kenya, oui. qui est un adversaire assez coriace. Je crois qu'il y a eu pas mal de techniciens britanniques qui sont passés par là, qui ont essayé de donner un style plus ou moins anglais à ce championnat kenyan-là, qui se vend bien, qui est bien coté, il faut le reconnaître. Les joueurs ne vont pas tout le temps à l'étranger dans ces championnats. Ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de performance et les gens essayent de garder aussi les talents au niveau local. Donc, je pense que toutes les équipes, il n'y a pas une petite équipe, il faut travailler sérieusement pour pouvoir être assez efficace. Quelle est pour Salif Ouattara l'équipe idéale pour mieux aborder ces éliminatoires et surtout se donner toutes les chances pour aller à la Coupe du Monde 2026? Justement, je dirais même les îles Seychelles. C'est vrai que c'est l'équipe qui est l'avant-dernière africaine, 52e au classement FIFA. Dans le ranking africain, ils sont 52e, 196e
ça veut dire qu'ils sont vraiment derrière, mais il faut essayer cette équipe et je pense qu'à l'analyse, on verra si vraiment toutes les autres équipes sont tenables. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci Alassane. En tout état de cause, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire reste pour nous la meilleure. Ce n'est pas Salif qui dira le contraire. On est au terme de cet entretien, de ce journal aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI2.